Vous écoutez l'émission Comment fais-tu? Je suis Marie-France No et j'ai le plaisir d'accueillir Jeannie Martineau, spécialiste de la gestion santé-bien-être. Jeannie, que dirais-tu de te présenter? Je suis consultante en gestion santé et bien-être psychocorporelle, c'est-à-dire que par les outils que j'apporte à ma clientèle qui viennent me consulter, je peux les aider au niveau corporel comme au niveau psychologique. On sait que si on parle de douleur, on va parler du corps qui souffre, mais si on parle de crise d'angoisse, de stress, de choses comme ça, on va plus parler du psychique qu'on doit travailler pour régler des problèmes. Alors, les outils que je possède me servent à aller plus loin avec eux. Et comment fais-tu justement pour utiliser autant d'outils dans ton travail? Parce que je sais que tu en as vraiment plusieurs. Et ça vient du fait qu'à un moment donné, on commence avec une base et on se rend compte tout au long de notre cheminement qu'il y a des choses qu'on pourrait ajouter qui seraient des outils fantastiques si on les utilisait avec notre clientèle. Alors, en cours de chemin, on va aller chercher ces outils-là. C'est vrai, hein? Oui. Et quand on travaille avec la clientèle, c'est évident que selon le problème qu'on a à traiter, on va aller chercher un outil où on va dire, ah, ça, je suis certaine que ça va l'aider beaucoup. Et on apporte l'outil qu'on juge qui est le plus approprié selon le problème de la personne. Alors, c'est pour ça que je suis consultante en gestion santé-bien-être et non uniquement une psychothérapeute. D'ailleurs, que je ne suis pas parce que maintenant, le titre est octroyé seulement aux psychologues, Oui. mais ou consultante en relation d'aide, mais je suis également une praticienne hypnologue, c'est-à-dire que j'utilise l'hypnose. J'utilise aussi d'autres techniques, la méditation qui aide beaucoup les gens, la cohérence cardiaque, le EFT qui est l'Emotional Freedom Technique, la technique de libération des émotions. Ce sont des outils qu'on apporte dans le cadre de l'aide qu'on peut apporter à une personne. Oui. Et j'imagine que ces outils-là, tu as toute une expérience de vie aussi là, qui fait en sorte que tu as étudié, tu as vécu. Peux-tu nous parler de où est-ce que tu viens? C'est quoi ta petite histoire? Ta belle histoire? Oh mon Dieu! Écoute, ma belle histoire, elle commence à ma naissance. Elle commence à ma naissance. Euh, Chez nous, mes parents ont eu 2 enfants. J'ai une sœur qui est 5 ans mon aînée. Et ma mère devait travailler parce que mon père avait un commerce et ma mère était celle qui tenait les rênes du commerce avec mon père, mais elle était elle avait un petit peu plus d'instruction que lui, donc plus apte à gérer le commerce. Alors, elle avait décidé, à une époque où ça se faisait peu, évidemment, qu'elle n'aurait pas plus que 2 enfants. Alors, elle a eu une première fille et la deuxième, elle tenait beaucoup à donner un fils à son mari. Et à une époque où on ne savait pas si on attendait une fille ou un garçon, elle espérait grandement que je sois un garçon. Ce que je n'étais pas, malheureusement. Il en manquait un petit bout pour faire de moi un garçon. Et quand je suis venue au monde, il y avait dans la même chambre que ma mère, il y avait une dame qui tenait contre son cœur un beau petit garçon. Elle était célibataire à cette époque-là, c'était très mal vu. Elle avait choisi de donner son fils en adoption. Et ma mère avait dit à mon père, si on l'échangeait. Alors, c'est sûr que ça, écoute, j'ai appris ça, là, j'étais une jeune adulte. Et quand j'ai appris ça, moi, je suis partie à rire, j'ai dit à ma mère, t'as vraiment dit ça? Puis là, ma mère, elle me dit, ben oui, il était tellement beau. Elle dit, toi, t'es une petite chenille à poil. Alors, j'ai trouvé ça très drôle. Alors, tu comprends que tout commence là. Parce que j'aurais pu, à ce moment-là, dire mes parents n'ont pas voulu de moi, c'est terrible, c'est un garçon qui voulait. Ils m'ont pris parce qu'il n'y avait pas eu le choix. OK, j'aurais pu faire tout un scénario à l'intérieur de moi et souffrir le reste de ma vie
d'avoir appris cette petite phrase-là que ma mère avait dit à mon père. Oui. Mais moi, j'ai choisi de trouver ça très drôle. OK? Parce que j'avais eu de l'amour de mes parents, je ne doutais pas de leur amour et je ne voyais pas pourquoi j'aurais remis ça en cause, ce que j'aurais pu faire. Alors, je pense que ça a commencé là, le fait de me dire, non, non, je ne me mettrai pas à penser que mes parents n'ont pas voulu de moi parce que je suis sûre qu'ils m'aiment. Et quand je travaille avec ma clientèle, tu comprends que je sais que la pensée est la base de tout. Alors, changez vos pensées, vous allez changer votre vie. Oui. Et j'ai changé ma pensée dès le départ en choisissant de bien accepter cette petite phrase qui était sans doute une blague. Et mes parents m'ont prouvé par la suite avec ce que j'ai vécu, parce que oui, j'ai eu un vécu pas facile, et ils m'ont prouvé à quel point ils m'aimaient, de m'accepter comme j'étais, de m'accepter avec le bagage que j'ai apporté. Alors oui, il y a beaucoup de vécu là-dedans, et j'en parle justement dans différents endroits, quand je fais des conférences ou sur mon site web. J'ai vieilli, évidemment. J'ai eu un homme dans ma vie que j'ai beaucoup aimé, qui était alcoolique, que je ne savais pas au départ, évidemment, parce qu'au départ, ben, tu prends une bière en regardant le hockey, tu en prends deux, tu en prends trois, tu sais pas. Puis chez nous, moi, ben, j'avais pas de repère avec ça parce que mon père ne prenait pas d'alcool, pratiquement pas. Mais à un moment donné, je me suis mis à dire, ben ça n'a pas de sens. Là. Écoute, tu bois trop, c'est risqué, c'est dangereux, tu conduis. Mais non, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème. Et ce n'est que par la suite que j'ai compris à quel point l'alcool était pour lui euh, je ne sais pas comment l'exprimer, là. Je dirais que c'était un repère pour lui, c'était une façon d'aller plus loin parce que il devait, dans ce qu'il faisait comme travail, rencontrer des gens. Probablement que ça lui donnait une assurance, et c'est le mot que je cherchais. Probablement qu'il avait besoin de ça pour avoir une certaine assurance, une certaine confiance en lui, que sans l'alcool, il n'arrivait pas à posséder. Mais ça, je ne l'ai pas compris sur le moment. Et, mais évidemment que de toute façon, je tenais beaucoup à l'aider dans ce qu'il vivait. Et j'ai commencé à faire des réunions avec lui, des réunions au AA. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup dès le départ. Et déjà dans la jeune vingtaine, j'aidais. Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais maintenant. Maintenant que j'y pense, oui. J'avais une petite nièce du côté de mon mari, justement, qui allait à l'école et qui m'avait dit, qui avait dit devant moi plutôt, j'ai eu une amie, j'ai appris que mon amie, elle attend un bébé, puis là, elle ne sait pas quoi faire, ses parents ne le savent pas, elle ne sait pas comment leur dire. Et pourquoi est-ce que je me suis impliquée là-dedans? Je ne sais pas. Mais je pense que j'avais déjà ça en moi, cette relation d'aide-là. Et pendant une longue période, j'ai aidé des jeunes filles mères. Alors, j'ai aidé ces jeunes filles-là à passer au travers ce qu'elles avaient à vivre. Je les accompagnais chez le médecin, je les aidais. Il y en a une à qui j'ai trouvé un foyer parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle demeure chez elle. Alors, je lui ai trouvé un foyer. J'assistais aux accouchements. Alors, déjà là, je pense que j'avais j'avais ça en moi, tout simplement. Et comme j'ai toujours vu le bon côté des choses, évidemment, bon, les années ont passé et l'homme avec qui je vivais et que j'aimais beaucoup, j'avais très peur, évidemment, de ce qui pouvait arriver. Et malheureusement, c'est arrivé. J'avais la jeune trentaine quand mon mari s'est tué dans un accident d'automobile. Alors, là encore, j'aurais pu ne retenir de cette union que le mauvais côté en me disant il a brisé ma vie, tout ça, ça n'a pas été chose simple ce qu'on a vécu pendant ces années-là. Mais j'ai choisi de dire, ben écoute, merci, tu as été suffisamment longtemps dans ma vie pour m'apporter mes enfants, pour m'apporter les petits-enfants que j'ai présentement et qui ne seraient pas là sans lui. Alors, je pense que il y en a qui vont me dire, ben écoute, t'es chanceuse, Ginny, parce que, tu sais, mais je pense pas que ce soit une question de chance. On me dit aussi que je suis forte, mais je pense qu'on l'a fait, notre chance, on l'a fait, notre force. Alors, pour moi,
de changer mes pensées et de me dire non, écoute, ça n'a pas de sens, là, je veux dire, vire-toi de bord puis vois les choses autrement, bien, je l'ai développé. Alors, si je l'ai développé, je peux aider les autres à le développer aussi. Absolument. Puis comment on fait ça, être capable de développer, comme tu dis, les pensées ou... Bien, écoute, on a un fabuleux pouvoir. On a le pouvoir de changer nos pensées. Alors, oui, on a le pouvoir à un moment donné de continuer à vivre dans le mal-être dans lequel on est, ou on a le droit, et d'après moi, on a plus que le droit, on se devrait tous de changer les choses et de dire, écoute, pourquoi est-ce que je reste là-dedans? Tu sais, je te compte juste pas une aventure, mais en fait, j'ai une dame qui est venue me voir à un moment donné et qui me disait qu'elle était séparée, divorcée. Ça faisait 20 ans qu'elle était... Non, en premier, elle ne m'a pas dit que ça faisait 20 ans. Elle m'a dit qu'elle était séparée et puis elle pestait beaucoup contre cet homme-là qui avait brisé sa vie. Et puis, je ne te dirai pas tous les qualificatifs dont elle l'affubait, mais il avait brisé sa vie, puis c'était un ci, puis c'était un ça, et tout ça. Et à un moment donné, quand je lui ai dit, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes séparés ou divorcés? Elle dit, ça fait 20 ans. OK. Ça fait 20 ans que vous vivez avec cette colère-là à l'intérieur de vous. Fait qu'elle me dit, oui, mais c'est de sa faute. Mais là, évidemment, il a fallu que je lui fasse comprendre que c'était elle qui souffrait, que lui, là, même si ça disait n'importe quoi, là, il était parti avec une plus jeune, ça fait longtemps qu'il avait refait sa vie, puis ça ne touchait pas à ce qu'elle avait à dire de lui, là. Mais elle enrichissait toujours son mal-être à l'intérieur. Alors, écoute, à un moment donné, il faut passer au travers de ça, il faut être capable de comprendre qu'on est l'artisan de notre souffrance. Et quand on comprend qu'on est l'artisan de souffrance, bien, il n'en tient qu'à nous à changer les choses. Absolument. Et c'est comme ça que tu contribues à aider les gens à retrouver leur pouvoir, à se donner le droit, c'est ça? Ça en fait partie. Est-ce que Évidemment, oui, excuse-moi. j'utilise plusieurs outils pour y parvenir. Oui, c'est ça. Oui, bien, c'est sûr. Dont l'hypnose. J'ai étudié l'hypnose. Je suis maintenant praticienne hypnologue depuis une quinzaine d'années. Et c'est quelque chose qui est formidable parce qu'on peut arriver justement à faire des choses ou à concevoir les choses autrement que ce qu'on avait toujours cru. On va déprogrammer aussi. Il y a des personnes qui ont de la difficulté avec... j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ne sont pas capables de prendre l'avion, entre autres. Okay? Donc, à un moment donné, on va avoir tout le côté information, mais après ça, on va solidifier ça avec l'hypnose. Et les personnes avec l'hypnose, ce qui est fantastique, c'est que le résultat est immédiat. On n'a pas, exemple, à se demander, ben, je ne sais pas si ça va fonctionner ou je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Les gens, quand ils ressortent, déjà, ils se sentent mieux. Et au bout de quelques rencontres, ben, les personnes font face à leurs problèmes et on les aide beaucoup. Ça fait partie de des outils qu'on leur apporte et qui vont changer les choses. Alors, oui, il y a l'hypnose, il y a la méditation, il y a la technique de libération des émotions, mais selon la personne, on va choisir l'outil qu'on va utiliser. Mais oui, pour moi, ça va de soi qu'on peut être mieux dans la vie et je ne demande pas mieux que de les aider à aller mieux. Je sais qu'en hypnose, tu as à l'occasion des gens qui viennent te voir pour arrêter de fumer, parce que ça fait partie aussi de tout ce qui est gestion et bien-être. Hein? Bien sûr. Puis là, je t'avais posé la question, toi, c'est quoi tes étapes pour que la personne, rapidement en hypnose, elle puisse réussir à se rapprocher de la réussite ou vraiment vivre la réussite d'arrêter de fumer? Bien, écoute, si on parle d'arrêter de fumer spécifiquement, OK, on va le faire en 3 étapes. Moi, la première étape, je vais préparer le subconscient de la personne au fait qu'elle va cesser de fumer d'ici quelques jours. Donc, ça peut être 5-6 jours, une semaine, OK?
Alors, on ne prend pas le subconscient par surprise Hmm. en choisissant d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Ça a l'air drôle à dire, mais tu comprends que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Oui, je comprends. Alors, ça, les gens, normalement, des fois, ne le savent pas. Ils ne conçoivent pas que ça puisse être comme ça. Et je leur donne souvent l'exemple du fait que quand on est couché, exemple, puis qu'on dort, OK, on est relaxé, évidemment, puisqu'on dort. Et là, la personne va rêver. OK? Elle, je ne sais pas, exemple, le train s'en vient, elle est sur la traque, ça se rapproche de plus en plus, elle n'est pas capable de débarquer. Elle va se réveiller en sueur, elle va se réveiller, là, elle a chaud, le cœur débat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le cerveau a cru que c'était vrai. Oui. OK? Alors, c'est la preuve qu'effectivement, il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. OK? Donc, quand on sait ça, imagine le nombre d'années que ces personnes-là ont fumé, le Mhm. nombre d'années qu'elles ont porté une cigarette à leur bouche, le nombre de, de- je vais employer le nom anglais, le nombre de touches de cigarettes qu'elles ont prises. OK. Et à chaque fois, il y a quelque chose dedans qui disait oh, je vais aller fumer une bonne cigarette. Oh mon Dieu, que ça été bonne celle-là, ça fait du bien. Alors, combien de fois ces personnes-là, et moi-même, parce que j'ai déjà fumé dans le passé, alors combien de fois on a dit à notre cerveau que c'était bon fumer? Et là, on apprend que c'est pas si bon que ça pour la santé puis qu'on devrait arrêter. Alors, il se passe un conflit à l'intérieur. OK? Le cerveau, il dit oui, oui, mais là, écoute, là, ça fait 30 ans que tu me dis que c'est bon. Puis là, tout d'un coup, là, tu veux me faire croire que c'est pas bon. Alors, il y a une dualité qui se passe là. Okay? Alors, de préparer le cerveau, de l'amener, de le déprogrammer des pensées qui ont été les siennes depuis les 30 dernières années en disant et en ajoutant toujours que c'était bon la cigarette, en le déprogrammant le cerveau et en le reprogrammant avec de nouvelles idées, avec le fait qu'on va arrêter de fumer dans les jours à venir et que c'est pour notre bien, OK? Il va collaborer. Alors, la semaine suivante, quand on va arriver à la séance où on va définitivement, où la personne va fumer sa dernière cigarette avant d'entrer dans mon bureau, il va être prêt. Il va être prêt à collaborer. OK? Alors, la personne sort de mon bureau non fumeuse définitivement pour le reste de sa vie. Et 2 semaines plus tard, si la personne le veut bien, je lui suggère de revenir et on va consolidifier, OK. OK, le fait qu'elle va demeurer une non-fumeuse pour le reste de sa vie. Une sorte d'engagement. Oui, tout à fait. Hey, c'est merveilleux, ça. Alors, en 3 rencontres, généralement, ça se fait bien. Et je te dirais que la personne qui est vraiment décidée à cesser de fumer, OK, ça va fonctionner à 80%. C'est sûr que la personne qui ne vient pas pour elle-même ou qui vient parce qu'on l'incite à dire oh, tu devrais aller en hypnose, tu devrais y aller, on ne peut jamais faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ah oui, tellement. Alors, à ce moment-là, non, malheureusement, ça ne fonctionnerait pas parce que la personne, elle n'est pas disposée. J'en ai un monsieur qui était venu me voir et qui m'a dit j'ai une nouvelle conjointe et puis elle ne fume pas, puis elle aimerait ça que j'arrête. Puis tout. Et quand je lui ai dit si vous n'étiez pas avec cette dame-là, est-ce que vous continueriez à fumer? Ben, il dit probablement. Tu sais. On oublie ça C'est parce vrai que que c'est ça une... part d'une décision. C'est tellement fort le pouvoir de la décision, hein? Puis, les gens que je parle régulièrement, c'est un sujet que de plus en plus est autour, puis ils me disent Marie-France, hein, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, puis la décision que tu as prise, c'est quoi? Ça me fait penser justement, Jenny, toi, là, tu es tellement merveilleuse dans ce monde-là de la gestion de la santé et du bien-être, puis tu apportes beaucoup aux autres. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision-là à un moment donné dans ta vie et tu as dit c'est là, je m'en vais? Si je te dis que c'était quelque chose qui était déjà en moi, et je ne sais pas si j'ai vraiment pris la décision ou si elle n'est pas venue d'elle-même. Ah, j'aime ça entendre ça. Oui, elle est venue d'elle-même dans le sens que, premièrement,
J'ai arrêté de fumer il y a 26 ans. Et quand j'ai arrêté de fumer, j'avais tenté à 2 reprises d'arrêter de fumer, puis ça n'avait pas fonctionné. Et je m'étais tournée vers l'hypnose. Pourquoi? Parce que je pense que mon mari avait vu, parce que je suis remariée, évidemment, mon premier mari est décédé et je suis remariée depuis une trentaine d'années maintenant. Et mon conjoint actuel fumait lui aussi. Et à un moment donné, il avait vu une annonce, je pense qu'il avait lu ça dans une revue et qui m'avait dit, écoute, on pourrait essayer ça, on pourrait aller en hypnose. Puis j'avais dit, bon, pourquoi pas, mais c'était la 3e fois que je m'essayais. Et effectivement, ça s'est très bien passé et ni un ni l'autre, on a retouché à la cigarette. Okay? Alors, c'était quand même un succès pour les deux. Et le temps a passé ensuite et j'ai eu des problèmes de poids. Ah, regarde donc. Le fameux poids, c'est parce que, évidemment, en cessant de fumer, on prend du poids, mais après ça, à un moment donné, on se met à reperdre un peu de poids, mais on le reprend, puis on s'embarque dans une période de yo-yo. Okay? Qu'on engraisse, qu'on maigrit, qu'on engraisse, qu'on maigrit, mais on engraisse toujours un petit peu plus que la dernière fois, finalement. Mais à un moment donné, ça s'est déclaré être de gros problèmes de poids. J'avais beaucoup de problèmes de poids. J'avais 90 livres en trop. Oh! Oui. Et là, je me disais, il faut que je le perde parce qu'il y a une bonne journée où j'étais tellement malheureuse dans ma peau que je me suis dit, ben écoute, il faut que je fasse quelque chose. Et j'en étais rendue à penser que j'étais pour aller me faire opérer, me faire brocher l'estomac. À ce point-là, OK. À ce point-là. Et j'avais été voir un médecin qui m'avait dit, écoutez, madame, il faudrait que vous ayez 50 livres de plus. Je dis, ben non, j'engraisserai pas de 50 livres de plus pour me faire brocher l'estomac, non. Écoute, alors, je pense que ça m'a forcé à prendre une décision immédiate. Je me suis dit, non, je vais le faire. Je vais le faire, puis je vais commencer tout de suite. Et c'est là que m'est venu à l'esprit le fait de dire, hey, j'ai arrêté de fumer par l'hypnose. Je devrais utiliser l'hypnose pour arrêter. Excellent. Fait que tu as appliqué une stratégie de Oui, gagnante, hein, oui, dans un moment de ta vie, puis là, tu as dit, ben, je vais la répéter ailleurs. oui. Alors, j'ai utilisé l'hypnose pour perdre mon poids et j'ai perdu 90 livres en 10 mois. Bravo. Alors, c'était une perte, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait rapidement. Okay? Sauf que j'étais vraiment motivée et l'hypnose m'a aidé beaucoup. C'est sûr que parallèlement à l'hypnose, je me suis engagée dans un plan de gestion alimentaire et qui m'a permis, évidemment, de mieux manger, d'apprendre ce que je devais faire pour bien m'alimenter. Mais c'est de là que je me suis dit, écoute, parce que je faisais déjà de la relation d'aide à ce moment-là, pourquoi est-ce que je n'irais pas chercher cet outil-là pour pouvoir le proposer aux gens qui viennent me consulter? J'avais trouvé ça tellement fantastique et je suis allée à l'École professionnelle en hypnose du Québec et c'est là que j'ai pris mes cours pour devenir praticienne. Et depuis 2004 maintenant que j'exerce et je n'ai pas repris le poids que j'avais perdu. Alors, c'est quelque chose dont je suis très fière. C'est une très belle réussite dont je suis fière. Non seulement d'avoir perdu ce poids-là, mais d'avoir compris ce qu'il fallait que je change. Ah, là, c'est tellement intéressant. Oui, j'aime ça ce que tu viens de dire là. Comprendre. Au fait, qu'est-ce que tu as compris qui t'a permis justement de continuer d'avancer? Le gros secret. Écoute, je pense que pendant longtemps, je pensais que tout le monde devait manger comme moi, mais qu'eux autres avaient des résultats différents. Je me disais, bon, j'ai sûrement soit un problème de glande, j'ai probablement mon corps ne réagit pas de la même façon, il est plus lent, il ne perd pas les calories qu'il devrait. Et j'y croyais sincèrement, puis je ne suis pas la seule à croire ça parce que j'ai des clientes qui viennent me voir des fois. J'en ai une à un moment donné qui m'a dit, moi, tout ce que je voudrais, c'est pouvoir manger comme tout le monde et ne pas prendre de poids. Et je lui ai dit, et c'est ce que j'ai compris, là, je te livre le secret,
je lui ai dit, écoutez, il y a 50% des gens qui ont du poids en trop. De quel tout le monde vous voulez faire partie? Oh, c'est bien dit. OK? Alors, c'est sûr que si on veut faire partie de ceux qui ont des problèmes et ne pas avoir de problème, ça ne marche pas. OK? On se leurre et en se leurrant comme ça, on est toujours déçu. On fait toujours face à une déception. Parce qu'on fait face à de la privation continuelle. Mais à un moment donné, quand j'ai choisi de prendre l'hypnose et que j'ai réappris à manger différemment, ce que j'ai compris, et ça, ma fille, en grande partie, m'a aidée là-dedans parce qu'elle n'avait jamais eu de problème de poids. Et c'était dû à un médecin que j'avais rencontré quand elle était jeune. Je trouvais qu'elle ne mangeait pas suffisamment. Et j'en avais parlé à son pédiatre et il m'avait dit, Madame, les enfants au Québec ici ne meurent pas de faim. Si vous lui fournissez des bons repas 3 fois par jour, quand elle va avoir faim, elle va manger. C'est vrai. Alors, j'ai arrêté de vouloir la forcer à finir son assiette. Tu sais, mange pour faire plaisir à maman, puis il en reste juste 3 bouchées, prends des dons, OK? Alors, j'ai arrêté de focusser là-dessus, puis je me suis dit, bah, c'est correct, OK? Elle mangera plus au souper. Alors, le fait d'avoir réagi comme ça, je n'ai jamais forcé ma fille à manger, je ne lui ai jamais inculqué des programmations qui ont probablement été celles que j'ai eues quand j'étais jeune, parce que j'étais une enfant maigre, moi. Et ayant été une enfant maigre, je me suis souvent fait dire mange toute ton assiette, tu n'auras pas de dessert, et puis si tu es gentil, on va t'acheter des bonbons. C'est vraiment tout le processus qu'on a quand on est plus jeune. Oui, oui. Je ne l'ai pas appliqué avec ma fille et heureusement pour elle, elle n'a pas développé les problèmes que moi j'ai eus. Et un jour, ma fille est arrivée chez moi et elle a croqué dans un biscuit. Elle en a pris une bouchée. OK. Elle l'a laissé là. Et je suis venue pour lui dire, ben, pourquoi tu le laisses là? Pourquoi tu ne le manges pas, ton fameux biscuit? Puis elle me dit, ben non, je voulais juste y goûter. Et au lieu de la chicaner, je me suis arrêtée quelques minutes et j'ai dit, j'aimerais ça, moi, être comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Exact. Et je me suis mise à observer ma fille, la façon qu'elle mangeait, puis ce qu'elle faisait. Elle a trouvé ça bien drôle parce que là, j'enquêtais sur elle. Là. Je l'appelais puis je lui demandais qu'est-ce que tu manges pour souper, qu'est-ce que tu as fait. Et à un moment donné, j'étais allée chez elle et j'étais avec elle. Et je me suis servie après elle. Et là, elle dit, Maman, est-ce que tu veux que je te serve? Non, non, vas-y, vas-y. Et j'ai mis la même chose qu'elle dans mon assiette. Je me suis assise en face d'elle et j'ai choisi, parce que je me suis dit, bon, ils disent toujours qu'il faut changer nos comportements, manger plus lentement. Alors, je vais toujours bien voir ce que ma fille fait que je ne fais pas. Excellent. Et à chaque bouchée qu'elle prenait, j'en prenais une. Mais c'est sûr que moi, j'avais déjà la bouchée suivante dans la fourchette. J'attendais. Mais là, elle a jasé avec tout le monde, puis tout ça. Puis je me disais, ben, écoute, on va-tu manger? À un moment donné, quand elle prenait une bouchée, j'en prenais une. Mais évidemment que au bout de quelques bouchées, elle avait mangé peut-être 2 tiers de son assiette. Elle a repoussé l'assiette, elle a dit, j'ai plus faim. Là, moi, je me suis dit, ah oui, on a déjà fini. OK. Mais ça m'a permis de comprendre qu'elle ne mangeait pas comme moi. OK? Et j'ai compris ce que je te disais tantôt, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, c'est que si je voulais être plus mince, il fallait que je mange comme une femme mince. OK. Fait que tu as changé des pensées. Oui, je devais faire des changements dans ma vie. Et le changement de pensée Oui. a fait que non seulement j'ai perdu ces livres en trop, mais je ne les ai pas repris parce que mes pensées ne sont plus les mêmes face à la nourriture. C'est fort, hein, la puissance de la pensée, là. Ben écoute, tout ce que l'on fait part de nos pensées. Tu sais, il n'y a pas un geste, il n'y a pas rien qu'on fait qui ne part pas d'une pensée. Tu sais, si je te dis, Marie-France, est-ce que tu me malerais une lettre? Puis tu me dis, bien sûr. Et que je te rencontre le lendemain, puis je te dis, ah, elle t'a malé ma lettre. Ah, j'y ai pas pensé. Pas de pensée, pas d'action. Pas de pensée, pas d'action. C'est une belle phrase, ça. Bien sûr. Mhm. Alors, toutes nos actions, tout ce que l'on fait part de nos pensées. Oui. Alors, à nous de changer nos pensées, puis de foncer avec nos nouvelles pensées.
Et ça, c'est ce qui nous amène plus loin dans la vie, c'est ce qui nous permet de défoncer des barrières, c'est ce qui nous permet de réussir. C'est Donc, vraiment fort comme tu es convaincu, toi, de cette pensée-là. ben c'est sûr, c'est sûr. J'en doute même pas une seconde. Ah non, c'est clair. J'en doute même pas une Je seconde. suis d'accord avec toi. Et écoute, ça s'applique à tous les niveaux. Ça s'applique au niveau de la santé, ça s'applique au niveau de notre bien-être, mais ça s'applique aussi les entrepreneurs. On le sait, à un moment donné, quand ils veulent aller plus loin dans la vie, il ne faut pas se laisser arrêter par le Ah, ben, il y en a bien trop qui font ça. Tu sais, si je me lance encore là-dedans, ça risque Ben non, écoute, il y en a un de plus qui va se lancer à un moment donné et qui va réussir, même s'il y en a déjà beaucoup dans le marché. Alors, tous nos pensées vont faire la différence entre la réussite ou le fait qu'on va se stopper nous-mêmes. Puis dis-moi, selon toi, justement, parce que ça me fait penser en t'écoutant aux empêchements. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait empêcher justement la pensée de faire une mise en action? Qu'est-ce qui peut empêcher? Écoute, on ne peut pas vraiment empêcher nos pensées d'arriver. OK? Ah, ça, je suis d'accord. Oui, ça, on ne peut pas empêcher nos pensées. Sauf que quand ça arrive, il y a des petites méthodes qu'on peut utiliser pour réussir. Entre autres, souvent, je vais dire à un client de mettre un élastique autour de son poignet. Oui. OK? Alors, si à un moment donné, il s'aperçoit qu'il est sur la mauvaise pente, parce qu'on s'en rend compte à un moment donné, puis on se dit, là, arrête, là, tu sais. Alors, quand on se dit arrête, puis qu'on tire sur le petit élastique qu'on a au poignet, ça vient, c'est un ancrage, en fait. Ça, OK? Ça vient nous rappeler qu'il faut se remettre dans la bonne traque. Parce que dans la vie, tu comprends, ça arrive des fois qu'on prend l'accotement. OK? Et c'est comme quand on conduit une voiture, si on prend l'accotement, là, c'est pas grave. OK? On prend l'accotement, puis on se dit, oh mon Dieu, écoute, là, je reviens dans le droit chemin, puis on se repositionne droit sur la route. Mais si on prend le champ, ça prend un méchant wing pour nous sortir. Ben oui, fait comment on arrive à se sortir soi-même, là, tu sais, Ben, avec ces écoute, pensées-là? Là? ben, c'est que quand tu prends l'accotement, c'est de te ramener immédiatement dans le droit chemin. OK? C'est de ne pas te laisser aller. Tu sais, c'est comme les personnes qui vont faire un changement alimentaire et puis qu'à un moment donné, bon, ça va bien, OK, ils vont perdre des livres, ils vont perdre 2 livres une semaine, ils vont perdre 2,5 livres la semaine suivante. Là, il arrive un événement. OK? C'est, je ne sais pas, on va dire, bon, un qui s'en vient, Pâques bientôt. Et là, on se rend dans un endroit, il y a des brunchs, tout ça, et on va faire des excès. OK? Ça, c'est de prendre l'accotement. OK? Mais la personne qui dit, ah, de toute façon, j'ai tout gâché, puis tout ça, puis il me reste encore 3, 4 jours avant d'aller voir mon plan d'amincissement, puis qu'on me pèse et tout ça. Alors, aussi bien en profiter, puis là, elle se met à manger de tout ce qui lui tombe sur la main pendant les jours à venir. Bien, c'est sûr qu'elle est en train de prendre le champ. OK? Puis peut-être que le jour où il va falloir qu'elle se présente à son plan d'amincissement, elle va se dire, oh, je suis sûre que j'ai engraissé, je n'irai pas cette semaine. OK? Alors, elle vient, tu comprends? Ça, c'est ce que j'appelle prendre le champ. OK. OK? Mais si, d'avoir fait des excès à un repas, c'est rien de grave si le lendemain, tu dis, OK, hier, là, j'ai mangé pas mal trop, ben aujourd'hui, je vais gérer ça mieux. La gestion, là, c'est à tous les niveaux dans la vie, hein? Alors, je vais gérer ça mieux. Et puis, tiens, ce midi, je vais manger une salade et je vais manger. OK? Donc, je vais prendre plus soin des repas que je vais prendre. C'est pas grave, j'ai juste pris l'accotement. Je me remets dans le bon chemin. Alors, c'est la. Tu vois, souvent, ben pas souvent, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais j'ai tout fait ça, je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas quand même. Comment tu fais, toi, Ginny, pour y arriver? Là? Parce que tu as sûrement eu des journées ou des temps dans ta vie où c'était pas évident là, de le mettre en application. Comment tu as fait, toi, Ginny? Ben, écoute, quand les gens viennent me dire ça ne fonctionne pas, okay, ce que je leur dis, c'est que la plupart des plans fonctionnent. Si ça a fonctionné pour d'autres, c'est parce que ça fonctionne. Alors, c'est toi qui n'as pas bien fonctionné avec ce plan-là.
OK? Si tu n'as pas fait ce qu'on te disait de faire, il ne faut Mhm. pas être étonné que les résultats n'aient pas été à la hauteur de ce que tu attendais. Et souvent, les gens ont cette tendance-là à dire si ça ne fonctionne pas. Mais tu sais, la recette, là, c'est comme Oui. quand tu suis une recette. J'ai une copine à un moment donné qui m'avait demandé une recette. Et quand je lui ai demandé, est-ce que tu as essayé cette recette-là? On parle d'une recette. Puis elle me dit, ah oui, ben écoute, moi, j'avais pas d'œufs, alors j'ai pris des substituts d'œufs. Et puis bon, elle avait changé 3, 4 affaires, puis elle était étonnée que ça n'allait pas donner le même résultat. Alors, c'est la même chose, tu comprends? Oui. Donc, si ça fonctionne avec un gâteau, ça fonctionne avec tout dans la vie. Oui, il y a une recette à suivre et si tu la suis bien, tu vas avoir les résultats. Mhm. Mais si tu ne la suis pas bien, ben non, tu n'auras pas les mêmes résultats. Mais Oui. c'est pas parce que la recette n'était pas bonne au départ, Mhm. mais c'est parce que tu ne l'as pas bien suivie. Hey, il y a des ingrédients de base, hein? Il y a quand même une base qui est Absolument, fiable. Puis ensuite, une fois qu'ils ont vécu le processus, ben, ils peuvent faire des petits changements dans l'assaisonnement. Mais tout à la fait, base va quand même rester la base. tout à fait. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Dans le fond, oui, j'en ai eu des petits accrochages. Je me rappelle à un moment donné d'être allée mettre de l'essence. OK, pendant les 10 mois où j'ai eu une perte de poids quand même assez rapide, là, pour 90 livres. Oui. Et j'étais allée mettre de l'essence. Et sur le comptoir, il y avait du sucre à crème. OK? Je me suis laissée tenter. Je me suis laissée tenter. J'ai acheté le paquet de 4 sucres à la crème. Je suis sortie, j'ai déballé le paquet, j'en ai mangé un. Et j'étais encore sur le terrain du. Excuse-moi. J'étais encore sur le terrain de la station d'essence. Et tout de suite, la pensée qui m'est venue, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui. J'avais le choix en dire, oh, c'est pas grave, pour une fois, c'est pas grave, et continuer à manger les autres. OK? Mais il y avait une poubelle qui était là. J'ai pris le restant du paquet et je l'ai mis dans la poubelle. Alors, quand j'ai compris que j'étais sur la mauvaise track, là, puis que c'était pas ce qu'il fallait faire, ben, je l'ai pris le paquet et je l'ai jeté. Tu sais, j'en avais mangé un, c'était pas trop dommageable, mais si j'avais mangé le paquet, Oui. bien évidemment que là, peut-être qu'après ça, parce que le sucre attire le sucre. Le sucre attire le sucre. Ah là là. Ben oui, Ah oui. Et dis-moi, le fait de jeter le paquet, tu sais, parce qu'il y en a d'autres qui ont de la croyance, oui, mais je l'ai acheté, ça a coûté de l'argent, je vais au moins le manger au complet, puis après ça, j'en prendrai pas d'autres. Tu connais celle-là, hein? certainement. Mais la poubelle, ce ne sera pas dommageable pour elle. Puis les sous ne reviendront pas dans ton porte-monnaie de toute façon. C'est vrai. Alors, l'important, et ce qui est très important, j'ai écrit un manuscrit que j'espère sera publié bientôt. Et je parle là-dedans de l'amour. Tu sais, on dit toujours, il faut s'aimer. Okay? C'est beau s'aimer, mais c'est quoi s'aimer? C'est quoi s'aimer, Jenny? Ah, j'aime que tu ouvres le sujet, on s'en va dans les valeurs. Oui, ben écoute, s'aimer, là, c'est pas nécessairement de se regarder, de se trouver en beauté. C'est quoi quand on aime quelqu'un? Exemple, on aime nos enfants, on aime nos parents, on aime même notre petit chien. OK? Puis parce qu'on l'aime, là, on lui donne pas les restants de table parce que c'est pas bon pour lui. Alors, on va lui donner de la nourriture sec, puis pas n'importe laquelle. On achète ça du vétérinaire, elle est plus cher, mais c'est meilleur pour lui. On l'aime. Mais quand est-ce qu'on va s'aimer suffisamment, nous, pour se dire, fais ce qui est bon pour toi? On le fait pour les autres. Mais moi, s'aimer, ça se résume en prendre soin d'eux. Prendre soin de moi comme je prends soin des autres. Alors aujourd'hui, je n'ai pas repris le poids perdu parce que je prends soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est pas d'aller me faire une teinture une fois par mois, là. Non, toi, c'est quoi? Comment tu prends soin de toi? Ben, prendre soin de moi, c'est faire attention à ma santé. C'est de bien gérer ma santé. Tu comprends? Ça, c'est prendre soin de moi.
Parce que si tu as un enfant qui fait de l'urticaire à chaque fois qu'il mange du ketchup, qu'est-ce que tu vas faire quand il va me prendre la bouteille de ketchup? Tu vas dire non, 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 prends pas ça, là. Tu vas avoir, ça va te faire de l'urticaire, puis après ça va te gratter. Puis, oh. Tu l'aimes, ton enfant? Quand tu enlèves la bouteille, là, c'est parce que tu l'aimes. Alors, c'est la même chose pour nous. Il faut, à un moment donné, s'aimer suffisamment pour dire, je vais prendre soin de moi. Et sincèrement, avec 90 livres en moins, non, écoute, je me suis mise à revivre. Ah, c'est beau. Je me suis mise à revivre parce que c'était tellement pénible pour moi. Tu sais, je ne pouvais plus m'asseoir par terre et jouer avec mes petits-enfants parce que je n'étais pas capable de me relever de là. OK? Il y avait un paquet de choses que j'avais mis de côté dans ma vie parce que je n'étais pas capable. Premièrement, j'aimais pas les vêtements que je portais, tu sais, je me maquillais plus parce que je me disais de toute façon, je suis grosse pareil, puis ça changera rien, puis c'est pas parce que j'ai du maquillage que ça va changer les affaires. Tu comprends? J'étais partie sur un laisser-aller, je ne m'aimais plus, j'aimais plus mon corps, je ne m'aimais pas suffisamment pour en prendre soin. Puis il ne faut pas oublier qu'un corps, on en a juste un. Hein? Si tu n'en prends pas soin, là, à un moment donné, il ne résistera pas. Tu sais, si à un moment donné, on aurait dû, dans notre vie, avoir un seul véhicule, OK? Puis que quelqu'un nous aurait dit, écoute, là, tu es majeur, on te donne un véhicule, tu vas en posséder juste un dans ta vie, puis tu n'auras jamais d'autre, puis tu ne peux pas en acheter d'autres, puis tu ne peux pas en avoir un autre. Écoute, on aurait pris soin de notre véhicule, puis on aurait voulu qu'il dure longtemps. Mais c'est pas ça qu'on fait avec notre corps. Pourtant, on en a juste un. Mais on n'en prend pas suffisamment soin. Et toi, tu es capable de faire ça puis d'apprendre à travers tout ça. Écoute, ça m'amène à parler de ta mission. Parce que je sens, toi, que ta contribution sur la planète est vraiment très, très forte. Tu veux aider le plus de gens possible à être mieux hein, avec eux-mêmes. Oui. Fait que ta mission à toi, c'est quoi? Ben, je pense que c'est l'aide et l'entraide. Pour moi, c'est important parce que ça me grandit moi-même. Quand je sais que je peux aider quelqu'un à aller plus loin, tout ça, ça me rend fière de moi. OK? Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle au téléphone et qui me dit, écoutez, ça a changé ma vie depuis que je vais vous voir, écoute, ça n'a pas de prix, ça. Alors, pour moi, là, c'est quelque chose de tellement... je ne sais pas ce que ça me fait à l'intérieur de moi. OK? C'est tellement puissant ce que ça fait à l'intérieur que je sais que je suis à la bonne place. Et on sait que dans la vie, parce que ça aussi, j'ai vécu ça, je n'ai pas toujours été bien dans mon travail. Et quand on n'est pas bien dans ce qu'on fait, c'est pénible de se lever pour aller travailler le matin. Okay? Maintenant, pour moi, là, je sais que je suis à la bonne place parce que c'est pas pénible de faire ce que je fais. Au contraire. C'est comme ça que tu arrives à savoir, toi, si tu es à la bonne place ou non. Ben écoute, quand on est heureux dans ce qu'on fait, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire que de croire qu'on est à la bonne place? Écoute, c'est tellement magique. Il y en a qui appellent ça être sur son X. Il y en a qui doivent remplir sa mission de vie. Il n'y a pas plus moment présent, je trouve, que d'être capable de vivre ça. Effectivement. Effectivement, et tout le monde devrait pouvoir être comme ça. Tout le monde devrait pouvoir aller de l'avant dans les choses qu'ils aiment. Mais il ne faut pas se laisser arrêter. Et souvent, les gens se laissent arrêter par toutes sortes de raisons. Okay? Aurais-tu un exemple, justement? Ben, écoute, oui. Tantôt, je t'en donnais un, justement, quelqu'un qui voudrait aller dans le domaine, bon exemple, je voudrais devenir vendeur d'auto chez un concessionnaire. Ah, mais là, il y en a trop. Ils sont toujours plusieurs vendeurs. Il faut tirer son épingle du jeu. Si tu n'es pas le meilleur, tu ne fais pas assez de salaire. OK? Alors, les idées que l'on a, les idées négatives que l'on cultive, bien évidemment qu'on les récolte, ces idées-là, et on n'y ira pas. Okay? Pourtant,
peut-être qu'on aurait un plus que les autres, puis qu'on tirerait notre épingle du jeu, puis qu'on serait heureux là-dedans. Okay? Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnerait pas, mais par nos pensées, on s'arrête, on se limite. Alors, il ne faut pas se limiter si on veut aller plus loin. Il faut au contraire foncer avec les idées que l'on a qui sont de bonnes idées. Si on les a, ces idées-là, c'est parce qu'elles nous plaisent. Okay? Si on a ces idées-là, c'est parce qu'elles nous plaisent. Oui. Ben, oui, et si je dis, oh, moi, j'aurais aimé ça travailler comme dans un concessionnaire. OK, c'est parce que ça nous plaît. Il y a une attirance. Il y a une attirance. Mais au moment où on commence à analyser la situation, on se rétracte. Ah, ben il y a trop de monde dans ce domaine-là, il sont trop de vendeurs sur le plancher, puis il faut que tu en vendes beaucoup. Et il y a l'entourage aussi, hein? Il y a l'entourage qui vient nous démotiver. Ah, oui. Okay? Et puis on se laisse aller là-dedans, là. Donc, l'entourage, ah, je te vois pas vraiment là-dedans, puis ah, ben tu parles pas suffisamment bien l'anglais. Ils vont nous apporter toutes sortes d'arguments pour nous contrarier dans notre désir de faire ce qu'on aimerait faire, probablement. OK? Parce que si on a pensé à ça, c'est parce que c'est quelque chose qui nous attirait. Il n'y a pas personne qui va dire, je ne sais pas, là, moi, j'aimerais ça être il n'y a même pas d'idée qui me vient dans la tête. Là. L'idée qui me venait, puis il y a des personnes qui le font, puis c'est pas ingratifiant de le faire. Je me dire être vidangeur, mais il y a des personnes qui le font puis qui sont bien parce que ça leur donne un horaire dans lequel ils sont bien avec. Fait qu'on ne peut pas accoler ça à un métier en particulier, mais on ne choisira pas quelque chose qu'on n'aime pas. Tu sais, exemple, je ne me souviens pas à qui je disais ça, mais je disais, ben, je ne m'achèterai pas un vêtement que je n'aime pas. Je vais m'acheter un vêtement que j'aime. Si je m'achète un vêtement que j'aime, je vais y faire attention. Puis ça vient d'en prendre soin de l'amour. OK, je l'aime, mon pantalon, je l'ai acheté parce que je l'aime. Et si je l'aime, j'en prends soin. Si j'en prends soin, j'y fais attention. Des fois, on peut acheter des vêtements aussi qu'on aime moins, mais on voit qu'ils sont très utiles. Oui. Puis on est prêt à les porter parce qu'on se sent confortable dedans aussi. Oui. Ça peut arriver, mais il y a aussi le fait qu'on va acheter le vêtement en fonction de quelque chose. Exact. Je n'achèterai pas le même vêtement pour aller courir que je vais porter pour aller au travail. Okay? Donc, on va acheter des vêtements différents qui vont être apportés dans différentes situations. As-tu remarqué que dans nos pensées aussi, c'est ça? C'est comme si on mettait, je vais acheter une pensée de quelqu'un d'autre, je vais acheter une croyance de mes parents à l'époque, t'en souviens, hein? Absolument. Bon, mais sur le moment, c'est utile de penser ça, mais là, à un moment donné, on vieillit, puis c'est plus utile. Non seulement c'est plus utile, mais il faut quand même être capable d'analyser la situation. Tu comprends? Et je pense que quand je te dis qu'il y a des choses que j'ai compris, parce que si j'ai eu des problèmes de poids pendant une vingtaine d'années, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Là. Okay? Il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et à ma grande honte, là, je m'en vais te faire une confidence. J'ai dit tantôt que j'avais été mariée avec un alcoolique. Oui. Okay? J'aurais voulu pouvoir arrêter de boire à sa place. Okay? J'aurais voulu pouvoir le faire. Mais quand j'ai eu des problèmes de poids, j'ai même pas réalisé que j'étais sur la même pente. Pas avec la même chose. Moi, c'était pas l'alcool, c'était la nourriture. Mais dans le fond, aujourd'hui, quand il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent ah, moi, je pense que ce serait moins difficile d'arrêter de boire que d'arrêter de manger. Bien, c'est parce qu'il n'y a personne qui arrête de boire. On leur demande de s'abstenir de prendre de l'alcool. Mais ils vont prendre du thé, ils vont prendre du café, ils vont prendre de l'eau, ils vont prendre des boissons gazeuses. OK, ils n'arrêtent pas de boire. Puis quand une personne veut faire attention à sa santé, il faut peut-être qu'elle arrête de manger des choses qui sont sucrées, des choses qui sont trop grasses et ces choses-là. Mais on ne lui demandera pas d'arrêter de manger, on va lui demander de manger différemment. C'est ça. Okay? Alors ça devient important, d'apprendre à manger différemment. Comme apprendre à penser différemment. Tout à fait. Et ça, c'est un apprentissage à tous les niveaux. Mais il y a des personnes qui sont réfractaires
Ils Fait qu'on veulent. fait avec eux autres? On fait quoi avec eux autres, le gym? Ah, ben là, à un moment donné, écoute, je te dirais qu'on peut essayer plusieurs choses, mais il y a un moment donné où on se doit aussi, en tant qu'être humain, lâcher prise. Ah, tellement. OK? On se doit de lâcher prise. Alors oui, il y a des choses dans notre vie qu'on n'approuve pas. Il y a des choses lesquelles on ne peut pas. Ici, il y a une chose que j'ai retenue de tous les meetings AA que j'ai fait avec mon premier mari, c'est la fameuse prière de la sérénité, qui dit d'avoir la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut changer, le courage de changer celles que l'on peut et la sagesse d'en faire la différence. Hmm. Et ça ne s'applique pas qu'aux alcooliques, ça s'applique à tout le monde, Partout. partout. Oui. Oui, il faut apprendre à changer les choses. Tu sais, quand on parle de perdre du poids et de changer notre alimentation, là, on a un pouvoir là-dessus. C'est à nous de l'exercer, le pouvoir. Tu comprends? Et quand on dit le courage de changer les choses que l'on peut, bien, c'en est un. On a un pouvoir sur le changement d'alimentation. On a le pouvoir de changer les choses. Alors, c'est à nous de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais les personnes qui ne le font pas, puis qui disent ah, moi, ça ne sert à rien, je ne suis pas capable, mais ça se peut pas, ça. Tout le monde est capable. Les choix. Quand, Ouais. Puis il y en a ben, qui vont dire ouais, j'arrive pas à faire un choix. Qu'est-ce que tu leur dis à eux? ben, analyse. Analyse la situation. Analyse tes choix. Regarde ce que tu veux vraiment et mets-le en application parce que tout est là. Une forme de discernement. Là. Oui. Oui. Puis toi, comment tu arrives à justement allumer ce pouvoir-là, puis ensuite le garder? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, OK, là, je me sens vidée en ce moment, fatiguée, comme s'il n'y en avait plus de pouvoir. Là. En fait, on le sait un peu qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, une fois qu'ils arrivent à augmenter leur motivation ou se donner un but, parce que chaque personne est différente pour augmenter son pouvoir, mais une fois qu'ils l'atteignent, des fois, là, c'est de le garder qui devient plus demandant que de l'allumer. Ben, quand on n'a pas compris, on n'est pas capable de le garder. Parce que des fois, on fait des efforts sans avoir vraiment compris l'importance. Okay? Donc, quand on fait du yo-yo, exemple, quand je parle de yo-yo, je parle de prise de poids et de perte de poids. On est dans un alignement où on se dit, je vais faire les efforts nécessaires, mais au moment où on a atteint notre but, au lieu d'avoir compris l'essence de je dois bien m'alimenter pour le reste de. En fait, là, écoute, c'est simple, hein? On devrait manger comme on aurait toujours dû le faire depuis qu'on est au monde. C'est simple, hein? On devrait manger comme on aurait toujours dû le faire. Puis sinon, il arrive quoi? Mais tu te heurtes à des problèmes. La conséquence. Oui, Hmm. tu comprends? Tu te heurtes à des problèmes parce que tous nos gestes dans la vie ont des conséquences. Oui. Alors, c'est sûr qu'on se heurte aux conséquences. Si tu avais à partager un petit exercice très, très simple à ceux qui nous écoutent en ce moment, là, qu'est-ce que tu aimerais leur partager comme exercice qu'ils pourraient pratiquer chez eux? Ben écoute, il y a beaucoup de choses qu'on peut pratiquer qui sont. Moi, je pratique beaucoup, je donne des classes de méditation d'ailleurs, et c'est quelque chose qui aide beaucoup. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits à la méditation. Alors, c'est quelque chose que tout le monde devrait prendre le temps de faire. Et pour ceux qui n'en ont jamais fait, Oui. je vais leur dire, écoutez, ne vous faites pas d'idées préconçues sur la méditation. Parce qu'il y en a qui disent, ah ben moi, je ne suis pas capable, premièrement, c'est ça, je ne suis pas capable de m'asseoir par terre, je ne suis pas capable de prendre la position du lotus. Non, non, on peut très bien méditer assis sur une chaise, là. Oui. Okay? Donc, on n'a pas besoin de s'asseoir par terre, on n'a pas besoin d'être dans la position du lotus. Et n'ayez pas d'attente. Parce que quand on a des attentes en méditation, OK, on se dit, ben, j'y parviens pas. N'ayez pas d'attente.
Si à un moment donné, vous méditez sur votre respiration, puis vous avez vos pensées qui se promènent un petit peu, il faut tout simplement se ramener, puis se dire, ah oui, c'est vrai, j'étais dans ma méditation, alors, bon, OK, je continue à penser à ma respiration. Ce n'est pas voir ça comme un échec. OK, bon, je ne suis pas capable de me concentrer suffisamment sur ma respiration, puis je suis toujours en train de penser à d'autres choses. Mais c'est pas grave, ça, c'est correct. C'est ça, méditer. OK, quand les pensées s'évadent, on y revient. On revient à notre point de départ, puis on continue. On se dit, oh, c'est vrai, c'était ma respiration, ma liste d'épicerie, je penserai tantôt. OK, c'est pas important. Alors, on revient à ce qu'on faisait. Et il est prouvé que les personnes, et on peut commencer, entre autres, par 3 minutes par jour. Et moi, je dis, ben oui, on doit 3 minutes, ça vaut pas la peine. Ben oui, ça vaut la peine. Parce que de 3 minutes, on va arriver à passer à 4 minutes, à 5 minutes, OK? Et c'est prouvé que de méditer 20 minutes par jour, là, on va obtenir de merveilleux bienfaits à la méditation. 20 minutes par jour, oui, moi aussi. Oui. Et des fois, on s'en rend même pas compte, puis on est rendu à 1 heure. Hein? Oui, oui, oui. Mais pour les personnes qui ne se sentent pas obligées, d'aller à 1 heure, tu comprends? On commence tranquillement à changer les choses. Et c'est toujours un petit plus. Tu sais, ça a l'air drôle à dire, mais à un moment donné, quand j'ai changé mon alimentation, j'ai choisi à un moment donné je m'étais dit au départ, la fameuse pensée, n'est-ce pas? Je m'étais dit au départ, ben moi, je mets une petite crème dans mon café, mais c'est correct, c'est juste une petite crème, là, c'est pas ça qui va changer grand-chose, tu comprends? Puis à un moment donné, j'ai changé ma pensée et je me suis dit, dans le fond, là, je devrais l'essayer. Prendre du lait à la place de crème, ça serait peut-être pas si pire. Tu comprends? Là, le changement de la pensée est en train de se faire. Oui, puis minute, tu as fait une action. Oui, tu sais, au lieu de se dire, oh non, moi, ça sert à rien, j'aime mieux la crème, du lait dans le café, j'aime pas ça. Okay? Là, je viens de trancher. Oui. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me dire, ben, je devrais l'essayer, peut-être que c'est pas si mauvais que ça. Tu comprends? Là, je suis en train de faire un pas. Et finalement, j'ai commencé à mettre du lait dans mon café. J'ai trouvé que c'était pas si pire, mais pas du tout. Okay? Mais si depuis ce temps-là, j'aurais accumulé toutes les petites crèmes dans un pot, imagine à combien je serais rendue. Beaucoup de petites crèmes. Oui. Alors, tu comprends, c'est toujours un petit plus. Mais au bout de la ligne, ça change beaucoup de choses. Mais tous tes beaux petits plus que toi t'apportes là, dans ton travail puis dans ta vie, là. Oui, tous ces petits plus-là qui sont en train de faire un beau chemin vers le futur aussi. Comment vois-tu ta vie dans 1 an, 2 ans, 5 ans, toi? Ben écoute, moi, je pense pas que je vais arrêter de travailler dans ma vie parce que j'aime ce que je fais. Je lisais dans le journal cette semaine que Jeannette Bertrand venait d'écrire un livre et qu'elle se proposait d'en écrire un autre. Elle a 90 ans ou 91 ans. Ben, je pense que je vais être une personne comme ça parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin, puis je la comprends, cette personne-là. Il y a bien du monde qui doit dire, ben mon Dieu, elle ne doit plus avoir besoin de ça, puis elle ne doit pas avoir besoin d'argent tant que ça. Puis je suis certaine que ce n'est pas son cas non plus. Okay? Si elle le fait, c'est parce que c'est un besoin pour elle. Et je pense que je vais être comme ça. Pour moi, c'est un besoin. Un besoin de travailler, besoin d'aider, besoin d'aller plus loin, besoin de me dépasser. C'est moi. Alors, je pense que oui, dans ma vie, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans, je me vois aller toujours plus loin là-dedans. J'aime, je veux donner des conférences sur différents sujets. J'en ai préparé une qui n'est pas encore tout à fait au point, mais qui s'appelle, tu sais, les jeunes entre eux, souvent, ils vont dire, t'es pas game. T'es pas game, Ginny. Quand on dit t'es pas game, là, souvent, surtout quand on parle d'adolescents, c'est pour t'inciter à faire quelque chose que tu risques de regretter un jour dans ta vie. Ça peut marcher pour certains. OK? Alors, j'ai une conférence qui s'appelle T'es pas game et qui s'adresse aux adolescents. Okay?
et que j'aimerais donner dans les écoles secondaires. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu pour demain matin, mais que je travaille. Donc, dans un avenir plus ou moins loin, peut-être que ça se fera parce que je travaille dans ce but-là. Okay? Alors, il y a beaucoup de choses comme ça que je mets toujours. Je ne m'arrête pas à dire, bon, ben c'est parfait, je fais de la consultation en privé, puis bon, je donne des classes de méditation, puis ça s'arrête là. Non, pour moi, ça ne s'arrête jamais là. Il y a toujours quelque chose qui est en préparation puis qui est à venir. Ah, tu es fascinante à écouter. Vraiment, c'était un plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec toi. Je suis convaincue que ceux qui nous entendent en ce moment sont très, très heureux de t'avoir connue, Madame Jeannie Martineau. Oui. Écoutez, le mot de la fin en 30 secondes, qu'est-ce que tu auras envie de partager avec les gens? Ben écoutez, ne vous limitez pas dans la vie. Ne vous limitez pas, ne laissez pas les autres vous limiter non plus. Parce que souvent, ce qu'on disait tantôt, c'est que justement, on se laisse influencer par l'entourage qui va nous dire arrête donc avec ça, tu n'as pas besoin de ça, puis tout ça. Il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter, il faut aller au bout de nos rêves. Allons-y, on va au bout de nos rêves. Oui. Merci beaucoup, Jeannie. Ça m'a fait énormément plaisir, Marie-France. Oui, même à la prochaine. Ben, merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'émission Comment fais-tu? Je suis Marie-France No et je vous invite à contacter Jeannie Martineau sur son site internet gestionsantébienêtre.com. Pour nous, je vous revois la semaine prochaine. Au revoir.